Alors bonjour, c'est la dernière capsule, espérons, Omicron, capsule du groupe 02. On va terminer la section 2.3, 2.4 c'est fait, on saute 2.5 et on va faire 2.6. Donc dans cette capsule, vous avez fin de 2.3 et 2.6. Les rayons principaux, on les a terminés. Il restait à vous montrer qu'est-ce qui se produit quand vous avez un rayon, quand vous avez un miroir qui est convexe. Le foyer est de l'autre côté de la lentille. Quand vous avez un rayon qui arrive en pointant vers le foyer, il ressort parallèle à l'axe. Donc, en passant par le foyer, il sort parallèle à l'axe. C'est la même chose qu'ici. Un rayon qui passerait par le foyer va sortir parallèle à l'axe. C'est simplement que là, c'est dans la continuation des rayons. Dans cette section-là, on voit les rayons principaux. On a vu les rayons principaux des miroirs. Et également, ce qu'on voit pour la première fois dans le chapitre 2, c'est une équation que vous avez vue au secondaire, qui est l'équation des lentilles minces, mais est applicable aussi pour les miroirs. Donc, c'est Seguin introduit dans le chapitre sur les miroirs. Donc, vous avez 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. P, c'est la distance objet. Alors, quand vous avez un miroir ici convergent, on aurait un objet ici. P serait la distance qu'il y a entre l'objet et le plan du miroir. Ça, c'est P. Supposons que l'image soit ici. Alors, Q serait la distance entre l'image et le plan du miroir. Donc, vous avez les distances P et Q. P pour distance objet, Q pour distance image. F, c'est la distance focale. Si vous avez un miroir sphérique, le centre de courbure correspond au centre du cercle. Le foyer est toujours à mi-chemin, donc vous allez voir que la distance focale est égale à la moitié du rayon. Si jamais on ne vous donne pas la focale, mais on vous donne le rayon, vous êtes capable de trouver la distance focale en prenant la moitié du rayon. Alors cette équation-ci est valide autant pour les miroirs que pour les lentilles. Une remarque importante concernant les signes. Autant P, Q et F peuvent être de signes négatifs. Alors comment s'interprètent les signes négatifs? Si P ou Q est inférieur à 0, c'est que dans ce cas-là, vous avez un objet ou une image qui sont virtuels. Un signe négatif, ça veut dire que soit l'objet est virtuel, soit l'image est virtuelle. Si vous avez un F négatif, ou si vous avez une lentille divergente, c'est parce que, justement, il faudra mettre le F négatif. Donc, l'interprétation du signe de la focale, c'est si vous avez une lentille divergente. Quand vous avez une lentille ou un miroir convergent, le F est positif. Donc, cette relation-là, n'oubliez pas les signes à l'intérieur. Une autre relation également, où est-elle? C'est les rations. Dans 2.3, la deuxième équation qu'on utilise, c'est l'équation du... On a déjà vu le ratio des grandeurs, le grandissement linéaire. Là, ce qui est particulier, c'est que on l'associe aux distances objets. La taille, ce sont des triangles semblables en fait. La taille des objets va être en proportion de leur emplacement. Donc en haut, c'est l'image, ça va être Q sur P. Fait à noter aussi, pour que les inversions fonctionnent, image inversée, image droite, il faut venir mettre un signe moins ici, pour que les signes soient cohérents. On se rappelle, quand vous avez une image inversée, comme ici, on aurait un Y, Y serait négatif, parce qu'on est en dessous de l'axe. Donc, ne pas oublier ce signe négatif ici. Donc, ce sont les deux équations qu'il y a dans 2.3 qui concernent les miroirs. Mais rappelez-vous que ces deux équations-là sont valides aussi pour les lentilles. On va s'en servir à la section 2.6. Alors, l'exemple complet que je voulais faire avec vous, c'est de venir placer un objet ici à mi-chemin entre le foyer et le miroir. Et la question, c'est où est l'image? Trouver l'image. L'image, elle est où?
Où est l'image? On va faire une solution graphique puis une solution numérique. La solution graphique, je l'ai déjà commencé ici. Complétons le dessin. Si la focale est à cette distance-là, le centre de courbure doit être 2 fois plus loin. Parce qu'on sait que pour les miroirs, on a la relation que la focale est égale à 1,5 le rayon. Donc le foyer est à mi-chemin entre le miroir et le centre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour localiser l'image? On trace 2 rayons principaux. Vous pouvez en tracer 3 si vous voulez. Moi, je vais me contenter de 2 rayons. J'aime bien le rayon qui est parallèle, rentre parallèle à l'axe, va sortir en passant par le foyer, comme c'est ici. Donc, sort en passant par le foyer. Et je vais prendre, passe par le centre, revient par le centre. Donc, je m'en viens ici, je fais ça. Il n'y a pas vraiment de rayon ici. Le rayon, il part de là, mais il est enligné sur le centre. Il va revenir vers le centre comme c'est ici. Donc, voici mes 2 rayons qui sont issus du miroir. Et c'est des rayons qui sont sortants divergents. Donc, l'image, ici, des rayons sortants divergents, on sait qu'elle sera virtuelle. Ce qu'on devrait vérifier avec la formule. Où est-elle? On n'a pas répondu à la question, mais elle est dans la prolongation des rayons. Donc ici, on continue de l'autre côté, comme ça, et la prolongation va être donc à peu près ici. Donc j'aurai une image virtuelle à cet endroit-là. Alors la solution graphique est terminée. On va faire la solution analytique avec la formule. Donc on se souvient que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. Ce qui nous intéresse, c'est la distance image. Donc 1 sur Q va être égal à 1 sur F moins 1 sur P. Bon, je n'ai pas donné de valeur. La distance focale, on va dire que petit f, ça serait 2 cm. La distance objet est à mi-chemin, donc la moitié. 1 cm pour P. Ce qui fait qu'ici, on a 1 sur 2 moins 1 sur 1. Ce qui va donner moins 1/2. Donc, on obtient finalement que Q est égal à moins 2 cm. Le moins nous indique que c'est une image virtuelle. Donc, confirmé, image virtuelle, parce que ce sont des rayons sortants divergents. Et à l'endroit se situe-t-elle? Virtuelle de l'autre côté du miroir, à 2 cm, donc à peu près la même distance que la focale ici. Si on vient ici, normalement on aurait dû avoir l'image à cet endroit-là. Bon, je suis allé un peu à main levée et je suis un petit peu plus loin. Donc souvent les solutions graphiques sont approximatives. Alors voilà pour une application concrète, un calcul d'image à partir d'un graphique et analytiquement. Je termine cet exemple-là, je l'utilise pour introduire les systèmes à 2 lentilles, où on aurait deux machines optiques. On se souvient que une machine possède une entrée et ça génère une sortie. Ce qui va être intéressant, c'est de mettre queue à queue 2 machines successives. Comme ça, l'objet de la machine 1, qui est ici le miroir, produit une image du miroir qui est ici. Ici, on peut l'appeler IV1 pour numéro 1. Donc ici, on aurait image virtuelle 1. Et regardez, vous avez des rayons qui sont dans votre œil, qui sont entrants divergents. Dans le tableau, on sait que des rayons entrants divergents, c'est un objet réel. Donc, ce qui est une image virtuelle pour le miroir, excusez, pour l'œil, devient également un objet réel. Donc ici, vous avez des rayons entrants divergents. Il y a un objet réel. Mais l'objet réel, il est où? Il est dans la continuation de ces rayons-là. L'objet réel est ici. Donc, ce qu'on a dessiné là, à gauche, a 2 fonctions. C'est une image virtuelle pour le miroir, mais c'est également un objet réel pour l'œil. La même entité a 2 fonctions. Essentiellement, c'est parce qu'on emboîte les machines optiques ici. La sortie de l'un
devient l'entrée de l'autre. Alors nécessairement, ce qui était une image devient un objet, parce que tout ce qui est à l'entrée, ce sont des objets. Et ici, dans l'œil, votre cornée cristallin va faire sa fonction de venir faire converger une image sur votre rétine qui va faire office d'écran. Et sur votre rétine va apparaître donc une image qui va être interprétée par votre cerveau. Nous reviendrons au fonctionnement de l'œil. Je vais juste utiliser cet exemple-là pour vous montrer comment est-ce qu'on emboîte les systèmes optiques, les machines optiques. Vous montrer qu'une image devient un objet pour l'autre et que finalement l'image virtuelle qui est là va être tout à fait visible. Une image virtuelle est aussi visible qu'un objet réel. Ici, on va voir le reflet qui est là dans le miroir concave. Alors voilà pour 2.3. 2.3 est complété. On a vu les miroirs sphériques. Il reste à enchaîner avec 2.6. Alors, 2.6, ce sont les lentilles minces. 2.6, lentilles minces. Et les lentilles, contrairement au miroir qui utilise un phénomène de réflexion, donc le rayon arrive et réfléchit, une lentille utilise un phénomène de réfraction. Et qualitativement, une réfraction, c'est quoi? Pensez au tank qui change de zone. La réfraction, c'est une cassure de rayons. Les rayons cassent. Alors, on va étudier cette lentille-là, comment elle fait casser les rayons. Un rayon qui arrive en haut, orienté horizontalement, donc parallèle à l'axe, que fait-il? Il arrive à une première interface, il va pénétrer dans la lentille et il va sortir de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un agrandissement de cette zone-là et je vais négliger la courbure. Si on fait un agrandissement puis on regarde de très très proche, c'est exactement comme si les deux faces ici, la première face est là, je fais une autre face comme c'est ici, et à l'intérieur c'est du vert, et le rayon arrive comme ça ici, à la première interface. Cet objet-ci, c'est, si on peut prétendre, si on fait la continuité, on peut prétendre que c'est un prisme, qui est une des machines optiques qu'on utilise, qu'on étudie dans le cadre du cours. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier la marge des rayons. C'est-à-dire, non seulement c'est intéressant, mais il se peut qu'à l'examen, je vous demande de me prouver qu'une lentille qui est de forme biconvexe, alors vous avez une lentille biconvexe, quelle est sa fonction? On sait déjà que sa fonction optique, ça va être une lentille convergente qui rajoute de la convergence. Mais ça ici, ça serait à prouver. Et on le prouve de quelle façon? Ainsi, en faisant un zoom, un agrandissement de la portion supérieure, on associe ça à un prisme. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'observer la cassure. On passe de l'air au vert et du vert à l'air, et vous allez avoir une cassure qui est vers la normale. Puis la cassure vers la normale fait en sorte que le rayon va casser vers le bas, comme ça ici. Quand il arrive à la deuxième interface, il faut tracer une deuxième normale à l'interface. Air vert, puis après ça du vert à l'air. Là, la cassure va être inversée. Dans le sens que ici, on cassait vers la normale. Mais quand on quitte l'air, on casse hors de la normale. Donc, le sens de la cassure est inversé par rapport à la normale. Mais là, ce qui est particulier, c'est qu'on casse encore vers le bas, grâce à cette inversion-là. Donc, casse par en bas encore plus. Donc, en sortant, on va être vraiment dévié vers le bas. Et ce qui est bien parce que c'est l'effet désiré. Ici, le rayon va casser vers le bas. Un rayon qui serait à mi-hauteur de la lentille va casser un peu moins comme angle que la portion d'en haut. Pourquoi? Parce que les parois sont moins obliques l'une par rapport à l'autre. Donc, ça va casser un peu moins, mais ça va casser toujours pour se rendre au foyer. Même chose, en bas, le phénomène est essentiellement inversé. Les parois sont ainsi orientées, ce qui fait en sorte que les cassures vont être vers le haut.
dans la portion du bas, ça va casser vers le haut. Et tous les rayons parallèles ici à l'axe optique vont converger vers un point qu'on appelle le foyer. Donc, on a démontré avec la loi de la réfraction. Pour en faire une démonstration, il faudrait utiliser Snell-Descartes où on précise que en rentrant dans un milieu plus réfringent, on casse vers la normale. Et les deux effets, donc, sont cumulatifs. Bien qu'ils soient inversés, c'est pas la même chose si on avait un verre plan. Imaginez que vous avez une petite lamelle de microscope avec un rayon qui arrive comme ça ici. Dans la première interface, comme ici, vous allez casser vers la normale. Donc, vous allez casser vers le bas. Mais en sortant, vous allez casser hors de la normale, ce qui va faire en sorte que vous allez casser vers le haut. Donc, casse par en bas, casse vers en haut, vous revenez parallèle. Donc, une petite lamelle, ici, fait en sorte que les rayons sortent parallèles. Ce qui va justement être le cas d'un rayon qui passerait par le milieu de la lentille. Un rayon qui passe par le milieu de la lentille, vu que ce sont des lentilles minces, ici c'est exagéré, le milieu de la lentille se comporte exactement comme une petite plaque de verre. Donc c'est vrai que le faisceau est légèrement décalé de côté, mais par contre la direction elle est conservée. Alors ça explique pourquoi le rayon au milieu de la lentille passe directement sans être dévié. D'ailleurs, ce rayon-là au milieu de la lentille est le même que dans le miroir. Comment est-ce qu'on peut l'évoquer, le décrire? C'est un rayon qui rentre par M, par le milieu de la lentille, virgule, il sort avec le même angle, sort même angle. Donc l'angle qui est ici va être le même qu'à la sortie. Vous savez, je vais peut-être faire un dessin à part comme ça ici, qui serait moins chargé. Un rayon qui rentre en passant par le milieu de la lentille continue sa course avec le même angle. Il n'est pas dévié. Donc cet énoncé de rayon principal, il s'applique, il est aussi valide pour les miroirs que pour les lentilles. Dans un miroir, quand vous rentrez par le milieu, vous sortez avec le même angle, en faisant une réflexion. Alors que quand on est dans une lentille, vous rentrez par le milieu, vous sortez avec le même angle, mais en transparence de l'autre côté. Donc, de l'énoncé ici fait en sorte que c'est aussi applicable pour la lentille que pour le miroir. Donc, voilà pour les lentilles et la démonstration qu'une lentille biconvexe, alors je vous rappelle que le terme biconvexe concerne la forme géométrique de la lentille, mais sa fonction optique, FCT pour fonction, va avoir un rôle convergent. Quand on est dans un milieu R vers R, parce que ça explique donc les cassures qui sont ici.